Bonjour. Mon nom, c'est écrit en gros. Voilà. Je travaille pour la PHP. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Bon, ça revient. Dans un laboratoire, comme beaucoup de laboratoires, on a 25 000 tutelles, en particulier Sorbonne Université, Paris 13 et l'INSERM. Et puis, la PHP n'est pas notre tutelle, mais on bosse avec eux et je travaille avec les gens de l'entrepôt de données de la PHP. Alors, je vais peut-être faire un exposé un peu pessimiste, mais comme ça débute la journée et puis il y aura plein d'exposés plus optimistes après. J'ai vécu le premier hiver de l'IA. J'ai fait en 1989 une thèse de système expert dans les douleurs aiguës de l'abdomen. À l'époque, on pensait qu'on allait remplacer les médecins. Bon, c'est un peu planté quand même. Et d'ailleurs, le premier... L'hiver de l'IA, en fait, c'était dans l'historique de l'IA, c'était le deuxième hiver de l'IA. J'étais trop jeune pour le premier hiver de l'IA. Et on est quelques-uns à penser que ce serait mieux qu'il n'y ait pas un troisième hiver de l'IA. Et donc, il faut qu'on soit rationnel sur ce que l'IA fait et ne fait pas. Et c'est un peu de ça que je vais parler maintenant. Voilà, donc on est dans un labo qui fait en gros de l'IA en santé. Tout ce qui est fouille de texte, fouille de données, IA, partie IA numérique, partie IA symbolique, je vais en parler pas mal puisque je vais reprendre quelques définitions, traitement automatique des langues, visualisation de données. On fait tout ça et on retrouve ça quand on s'amuse à faire nos petits nuages de concepts. Et de fait, un de mes dadas, c'est de faire des ontologies en médecine à la demande de mes collègues cliniciens. Alors je vais regarder un peu Watson, des systèmes d'apprentissage, ce qu'on fait sur les ontologies, puis un certain nombre de projets. On n'est pas loin d'un endroit bien connu pour la génomique. Et je parlerai aussi de travaux qu'on fait, ce que sont les travaux autour de l'intégration de données en génomique. J'en fais pas moi, mais il y a pas mal de travaux dans le domaine. Alors commençons par poser ce que sont les choses, c'est-à-dire là on a la description de ce que c'est l'e-santé par le Conseil national de l'ordre, qui a mis ça un peu au point très récemment. Donc voilà, il y a des tas de choses. Et effectivement, on va voir que tout ce qu'on veut faire autour de la télémédecine, télésurveillance, santé mobile, objet capteur, il y aura des exposés aujourd'hui. Et puis moi, je suis plutôt dans la partie gauche, là, tout ce qui est les entrepôts de données santé, les entrepôts de données cliniques, les terminologies, le web sémantique, la robotique dont je ne parlerai pas beaucoup parce que ce n'est pas mon domaine. Voilà, tout ça, c'est la e-santé et tout ça, ça correspond à des travaux de recherche liés à l'acquisition, à l'alimentation des bases de données, à la représentation des connaissances, à en fait plein de choses d'IA, plein d'activités de recherche de l'IA, ce qui fait effectivement, on se retrouve plusieurs fois à ce que des gens confondent e-santé, big data et IA en santé. En pratique, ce n'est pas la même chose, mais ça correspond effectivement à beaucoup d'outils qui sont sollicités dans les mêmes situations. Alors je vais regarder un peu Watson parce que c'est un système de traitement automatique des langues un peu exemplaire en termes de ça bosse bien, mais ils en ont peut-être vendu un peu trop. Bon, on verra un peu ce que ça donne. Donc il y a vu effectivement ce système Watson faisait des tas de choses. Un peu le café, puisque ça gagnait aux échecs, ça gagnait au Géopardy, ça gagnait. Et puis c'était capable de fouiller tout ce que contenait un hôpital pour ressortir toutes les données, toutes les connaissances de l'hôpital. Quand je dis fouiller, ça veut dire fouiller l'ensemble des contenus et des textes qu'il y avait dans des hôpitaux, et en particulier des hôpitaux pour le traitement sur le cancer. Et puis l'an dernier, on s'est aperçu que finalement, ça ne marchait pas comme on pensait que ça allait marcher. Et c'est ça qu'on va essayer un peu de regarder. On peut trouver des dizaines et des dizaines de points là-dessus sur ce qui marche et ce qui ne marche pas dans Watson. Enfin, encore que, on ne trouve pas exactement, c'est pas très clair en fait, ce qui marche et ce qui ne marche pas. De fait, Watson, dans un hôpital de cancérologie, trouve des articles pertinents, propose des protocoles de soins, affiche des options pour discuter. Donc il y a pas mal de choses qui fonctionnent par rapport à ce que devait faire Watson. Par contre, a quelques problèmes, incapable de proposer des bons protocoles, en accord avec les professionnels dans 33% des cas, c'est pas terrible, ne comprend pas bien les dossiers médicaux, on y reviendra, pas sûr que l'IA comprenne très rapidement les dossiers médicaux, a du mal à contextualiser les propositions, impossible, alors pour le coup, nous on fait beaucoup de recherches sur ce qui est écrit en recherche, et un article PubMed qui nous dit que c'est intéressant d'utiliser Watson, on ne trouve pas. Alors effectivement, la question c'est qu'est-ce qui s'est passé autour de ces communications et
Et comment ça marche et que fait Watson, en fait, ce qui est un peu pas évident à fouiller puisqu'on n'a pas trop de publications dessus. Alors moi, j'ai bossé avec eux, IBM, le siècle dernier. On avait des projets en commun avec eux, mais n'empêche qu'on n'arrive pas trop à savoir ce qui se passe. Alors là, on trouve les courbes du Gartner où on voit tous les ans. C'est assez amusant de voir arriver les mots-clés importants, ceux qui ne sont plus. Donc moi, je m'amuse de me dire, tiens, ce qu'on fait dans les ontologies, si j'arrive à... Ce qu'on fait dans les ontologies, c'est dans le bas de la courbe. Donc quand c'est dans le bas de la courbe, c'est bon signe, c'est-à-dire que ça va arriver là. Encore faut-il y arriver, c'est un autre sujet. Alors je vais regarder ce qu'il y a dans l'IA. Voilà, qu'est-ce que c'est que l'IA en médecine parce que évidemment, on entend plein de trucs. Alors on entend plein de trucs, là je commence par le mauvais côté. Dans les journaux et dans le web, on nous met en avant des choses. IA, c'est le deep learning, c'est l'IA, il y a des big data, il y a de la e-santé, il y a de la gestion des connaissances, il y a des ontologies, mais décrites parfois un peu comme de la science-fiction. Il y a des systèmes experts, on n'a plus beaucoup de gens qui parlent de systèmes experts, c'est un peu ancien, mais il y a tout ça. Et effectivement, c'est un peu problématique. Alors, puisque moi je fais des ontologies, voilà, ça c'est une ontologie de l'IA en médecine, je ne l'ai pas faite tout seul, j'ai pas mal à discuter avec des collègues de l'IA en santé, évidemment. Alors en fait, qu'est-ce qu'aborde l'IA en tant que tâche qu'on essaie de faire en IA? La première définition, il paraît qu'on fait des choses que l'être humain fait plutôt bien et que la machine, jusqu'à ce qu'on arrive, avait du mal à faire. Les tâches en termes d'exécution, c'est de la fouille de données, c'est de la fouille de texte, c'est de l'interopérabilité sémantique, c'est des satisfactions de contraintes, c'est des systèmes d'aide à la décision, c'est des systèmes de traitement automatique de langage naturel, c'est des systèmes de vision et de connaissance des formes, c'est de la traduction automatique. C'est en gros les grandes tâches qu'on voit arriver là. Là, j'ai peut-être les quelques petits manques là aussi sur la robotique. Et quand on s'intéresse aux sous-disciplines de l'IA, donc j'en ai encadré quelques-unes qui correspondent à ce que je fais, mais en gros, on les découpe en intelligence artificielle numérique et intelligence artificielle symbolique. Donc il y a des gens dans la salle qui connaissent bien ça. L'intelligence artificielle numérique, c'est en gros ce qui se passe autour de l'apprentissage, entre autres, mais tout système d'IA qui sollicite des algorithmes d'apprentissage, c'est dans l'intelligence artificielle numérique. Et la symbolique, c'est plutôt l'IA qui avait commencé dans les années 60 du siècle dernier, donc ça date, mais c'est effectivement tout ce qui est représentation des connaissances dans des ontologies, dans des tas de systèmes. Là, il y a aussi de la modélisation cognitive, il y a tout un tas de choses. Et puis comme les choses ne sont pas dans des boîtes vraiment précises les unes les autres, vous avez des activités qui sont actionnables par l'intelligence artificielle numérique ou par l'intelligence artificielle symbolique, comme probablement que le traitement automatique des langues est le domaine qui sollicite le plus les deux de façon un peu équivalente. Évidemment, j'encadre le connexionnisme parce que c'est la partie de l'intelligence artificielle qui correspond à ce qu'on appelle le deep learning. Et puis tout là-haut, j'ai listé tous les gens qui travaillent sur des algorithmes. Puis il y a des gens qui travaillent très précisément sur les algorithmes. J'ai re-encadré les réseaux de neurones multicouches, puisque c'est ceux du deep learning, et puis les SVM, les secteurs vecteur-machine. Et puis il y a ceux que je n'ai pas encadrés, tout ce qui correspond aux apprentissages. Il y a ceux que je n'ai pas ouverts, ce qui correspond aux statistiques, à l'analyse textuelle. Et en gros, tous les gens toutes les personnes qui travaillent sur une des lignes de cette ontologie sont des gens qui font de l'IA, en particulier en santé. Donc ça correspond à quelque chose d'assez pas hétérogène, mais qui balaye pas mal de champs. Et je précise que pour faire tout ça, je me suis intéressé au rapport du président précédent, de François Hollande, quand toutes les équipes d'IA s'étaient mobilisées en 2017 pour raconter ce qu'on allait faire en IA, et qu'un rapport très lourd avait été rendu par un petit, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la Villette, par un petit robot qui avait déposé le rapport à François Hollande. Je ne sais pas s'il l'a lu en fait, mais bon, le robot était mignon. Alors je me rapproche un peu de la santé et justement je m'intéresse à qu'est-ce qu'on sait faire en traitement automatique des langues. Donc là, on est sur un des challenges qui avait été fait en 2017. Donc un challenge qui a priori est un des plus simples en santé. Je prends les comptes rendus de décès, les certificats de décès des médecins, et dans ces certificats de décès, on est censé retrouver
un code ou des codes de maladie, puisqu'on doit trouver pour les statistiques, le CPDC qui s'occupe de ça, doit faire les statistiques pour dire de quoi sont décédés les gens. En passant, on a 570 000 morts par an en France. Ça vous fait des chiffres un peu, quand on n'a pas l'habitude, ça fait bizarre. Il y a plus de naissances, donc la France est un des pays dont la population augmente avec les naissances, même si c'est en train de baisser un peu. Et donc, retrouver un code SIM10 dans un certificat de décès, c'est a priori une des tâches les plus faciles qu'on peut donner au TAL. Alors, je ne vais pas faire un cours de ce qu'on fait, et en particulier, ce qui est intéressant, c'est juste qu'on mesure avec ce qu'on appelle la moyenne harmonique du rappel et de la précision, le F, la F mesure, et qu'on peut dire que c'est un des critères de qualité de mesure de ce que font nos systèmes de TAL. Ce que ce challenge avait d'intéressant, c'est qu'il travaillait, il y avait du français et de l'anglais, parce que bon, les chercheurs français se battent un peu aussi pour travailler sur les données françaises. Bon, c'est bien de faire de l'anglais, mais la médecine se pratique en français dans tous les cas de figure, et les textes de nos hôpitaux sont en français, et ça n'arrêtera pas. Donc c'est bien qu'on fasse ça. Il y a pas mal de labos dont vous devez reconnaître probablement les acronymes. Le LIMSI, le SIBM, c'est Rouen, le LIRM, c'est Montpellier, le LIMSI, ils sont là. Bon, alors, donc là, on est sur la partie française. La couche d'en bas, ça correspond aux algos qui fonctionnaient, mais qui ne pouvaient pas être relancés directement par les évaluateurs. Et donc, le cadre d'en haut était celui des algos que pouvaient relancer les évaluateurs et revérifier. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que la F-mesure vaut 0,764. Et que, difficile de dire ce que ça veut dire exactement en dehors de ce que j'ai précisé dans l'algo, mais en gros, c'est un indice de qualité. 0,764, disons, même si c'est une caricature, ça veut dire que le boulot est bien fait à 80%. Ce qui est déjà pas mal. Et en fait, c'est pour dire qu'en santé, sur le traitement automatique des langues, un boulot bien fait à 80%, en gros, c'est plutôt un maximum. Et si quelqu'un vous affiche 90 ou 95, il faut fouiller d'un peu plus près pour voir si on est vraiment sûr de ça. Après, il y a des tas de problèmes d'échantillons de données. Si quelqu'un vous fait 95, bon, après, il y a les échantillons d'apprentissage, des échantillons de contrôle. Il y a plein de choses qui font qu'on peut avoir des chiffres un peu élevés. Mais là, dans un challenge vraiment bien fait, vraiment objectif, vous avez les valeurs de ce qu'on peut avoir dessus. Bon, je ne vais pas être très très long sur Watson parce qu'il fait comme tous les systèmes de TAL. Il fait des tas de choses bien, mais il ne peut pas faire ce que les gens d'IBM avaient, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle, mais ce que les gens d'IBM avaient prétendu qu'ils feraient, c'est-à-dire l'idée de fouiller tous les textes d'un hôpital pour en récupérer toute la connaissance sans intervention, enfin bon, là il y a un peu d'intervention humaine, au jour d'aujourd'hui c'est impossible. On pourra en reparler, c'est impossible en particulier au vu de la qualité des données dans l'hôpital, qui est vraiment un des problèmes qu'a l'IA et qu'ont les big data, les fouilles de données. Donc encore une fois, le TAL, et encore là, je vous ai montré un exemple simple, mais reconnaître ce qu'il y a dans un compte-rendu d'hospitalisation complet, par exemple, au lieu d'un certificat d'essai, c'est plus compliqué que ce que j'ai montré là, et on peut dire qu'une F-mesure de 0,7, c'est un maximum. Par ailleurs, il y a plein, et ce que je disais, il y a plein d'erreurs dans les dossiers patients. Les gens ne comprennent pas bien qu'un dossier patient, c'est rempli d'erreurs. Et c'est ça qui fait d'ailleurs qu'entre le dossier patient et la recherche clinique, il y a un travail énorme de qualification des données. Alors, je prends un petit exemple. EDC, ça peut être épisode dépressif caractérisé, Everyday Carry, entrepôt de données cliniques, Electronic Data Capture. En anglais, en français, nos collègues cliniciens sont tout à fait capables de mettre des acronymes anglais dans du texte français, il n'y a pas de souci. Et nos systèmes de TAL ont la vie un peu difficile dans ce genre de situation. Donc voilà, pour dire que le TAL fait des choses bien, on pourrait discuter longtemps, mais ne peut pas faire un système qui marche à 95%, voire 100%, puisque c'est ça qu'il aurait fallu faire. Voilà, un petit problème du TAL. Alors un petit problème positif, mais je vais toujours chercher la petite bête, de l'apprentissage sur les images médicales. Alors, en fait, c'est probablement la partie de la médecine qui va être la plus rapidement révolutionnée, c'est l'apprentissage sur les images, parce que globalement, ça marche plutôt très bien. Alors après, il y a le problème du buzz autour de ça. Donc vous lisez une intelligence artificielle autorisée à faire des diagnostics sans l'aide d'un humain aux États-Unis, vous dites c'est bon, là, les médecins ils sont tous à la poubelle, on est tranquille. Vous regardez d'un peu plus près les articles qu'ont écrits les chercheurs qui ont fait le système, et
Effectivement, il vous explique comment ça marche. Il vous explique que par rapport à certaines situations, ils ont des spécificités à 80%, à 95%, à 99%. Donc, je ne vais pas lire tout ça, mais effectivement, ça ne marche pas aussi bien enfin, ça ne fait pas le diagnostic sans les médecins. Et puis, ils écrivent eux-mêmes, en fait, pour nous, c'est une solution de dépistage de masse. Et de fait, on peut se dire, quand les médecins ne sont pas là, qu'il n'y a pas assez de médecins, prendre une image de rétine et faire du dépistage de masse, ça a l'air de marcher. Voilà, donc voilà ce qui marche vraiment. Et encore une fois, c'est sûrement dans ces domaines-là que le métier des médecins imageurs va vraiment changer et basculer. Mais il y a d'autres domaines de la médecine, d'autres images de la médecine qu'on ne sait pas analyser correctement, tout seul. Et en particulier, c'est le cas en neurologie, par exemple, où les plasticités du cerveau font que les frontières sont beaucoup plus floues et qu'on ne sépare pas comme ça les cas des gens malades et les cas des gens pas malades. Et quelqu'un comme Isabelle Bloch à l'Institut Télécom, donc à Paris, travaille sur ces questions-là et fait des algos qui font travailler ensemble les algorithmes et les médecins qui reviennent là pour caler certaines images. Alors, je vais un peu raconter ce que c'est que les ontologies quand même. Donc là, c'est dans le bout de l'ontologie sur les ontologies. Prenons une définition, ça va prendre 5 minutes. Un modèle de connaissance sur le monde décrit dans un langage informatique muni d'une sémantique formelle et interprétable par un ordinateur. Donc là, tous les mots-clés ils sont pleins de couleurs. Modèle de connaissance, on va prendre les vertébrés. Pourquoi pas, comme ça, c'est des trucs qu'on est à peu près tous professionnels. Et ça va vous rappeler peut-être quelque chose que dans ce modèle de déclassification de Linné, sous les vertébrés, il y a les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les poissons, avec des caractéristiques extrêmement précises, des propriétés extrêmement précises et des liens formels très précis. Donc en fait, ça, on pourrait dire que c'est une ontologie avant l'heure, c'est-à-dire que c'est un système de conceptualisation très bien fait. Et on peut prononcer d'ailleurs la phrase « les oiseaux sont des vertébrés, les reptiles sont des vertébrés ». Et effectivement, l'oiseau partage toutes les propriétés des vertébrés, plus d'autres qui lui sont spécifiques. Et donc c'est ça notre modèle de connaissance. Il est écrit dans un langage informatique interprétable par un ordinateur. Je ne vais pas vous demander de le lire, mais là on a l'URI, c'est-à-dire l'identifiant de ce que c'est que l'oiseau, là, la première ligne qui est surlignée. Et donc, c'est ces fichiers XML qui sont interprétables par les ordinateurs, qui vont pouvoir stocker les données et faire même des systèmes de raisonnement dessus. Donc, ces ontologies, elles nous fournissent d'un côté la sémantique formelle pour que les systèmes d'IA fonctionnent. Nos systèmes d'IA ils ne fonctionnent qu'avec des sémantiques formelles. Et pour les êtres humains, elles fournissent la sémantique interprétative du monde réel, fondée sur un consensus qui va faire que l'être humain va comprendre l'ontologie à peu près de la manière dont la machine va s'en servir. Et donc là, c'est là un des conflits de compréhension qu'ont les gens, c'est-à-dire sémantique, la sémantique de la machine et la sémantique de l'être humain, ce n'est pas les mêmes. Et il ne faut pas croire que sémantique formelle veut dire que je comprends tout et que je comprends le contexte de l'utilisation des connaissances. Ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on fait avec nos ontologies ? On poursuit un Graal qui s'appelle l'interopérabilité sémantique. Et en médecine, on poursuit le Graal de l'interopérabilité sémantique des systèmes d'information hospitaliers. On n'y est pas encore arrivé pour des tas de raisons. On fait de l'annotation sémantique de documents, avec effectivement cette partie de prendre un document, un compte-rendu d'hospitalisation, et d'essayer d'en récupérer de la donnée structurée. On fait de l'aide à la décision, on fait de l'intégration de données et tout un tas de choses. Et on fait un truc qui ne semble pas être directement utilisable, c'est de réfléchir au modèle que représente l'ontologie toute seule. Et ça permet à des cliniciens avec qui on discute de mettre à plat un modèle de connaissance. Et vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait avec ces ontologies ? Est-ce que ça nous sert ? Est-ce que même on s'en sert ? En fait, vous en servez tous les jours des ontologies. Quand vous faites une requête sur Google ou sur un autre, et que vous avez dans une des requêtes de la donnée structurée à droite, en fait, elle est structurée par l'ontologie de DBpedia. C'est-à-dire que vous avez de la donnée non structurée. Vous n'avez pas toujours ces blocs structurés. Ils sont là s'il y a de la donnée structurée qui a été associée à la donnée non structurée. Mais ça, c'est de la donnée structurée qui correspond à des instances des concepts de l'ontologie de DBpedia. Donc, dès que vous regardez de la donnée structurée sur un moteur de recherche, que ce soit celui de Google, Yahoo, les autres ou Microsoft, vous utilisez en fait des ontologies. Comme quoi, ça peut servir. Alors, je vais présenter un ou deux travaux sur des ontologies. Un travail qui avait été fait avec l'ASIP Santé,
qui d'ailleurs cherchait à voir comment on allait pouvoir fouiller les textes qu'il y avait dans le futur DMP, dossier médical partagé. Alors ça tombe bien, il vient d'être réactivé le DMP, donc il a été réexpérimenté dans plusieurs régions, et depuis une petite semaine ou 15 jours, vous avez carrément des pubs vous conseillant d'ouvrir votre DMP. Je ne l'ai pas fait, hein, mais peut-être qu'un jour je vais le faire assez rapidement. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont décidé de le faire, mais on peut penser que ça peut servir. Qu'est-ce qu'on faisait dans ce projet? C'était justement de voir est-ce qu'on est capable de faire un système qui permette de fouiller le dossier du DMP pour aider les médecins à regarder ce qu'il y a dedans. Alors là, la question des urgentistes était plus spécifique. Les urgentistes, qui sont des régulateurs, n'ont globalement pas accès à des dossiers patients. Ils doivent prendre des décisions en 2 minutes sur où est-ce que j'oriente ce patient. Donc ils ont une vraie demande d'avoir une réponse en 2 minutes. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire en IA? On peut analyser en batch a priori les contenus des dossiers qui ne changent pas toutes les 5 minutes et proposer le fait qu'ils puissent naviguer dedans. On a fait au milieu de ça, c'est un gros système d'IA avec du TAL, avec des industriels. Et dedans, nous, on avait fait juste ontologie. Avec un peu plus de... Là, les chiffres sont... Il y avait un peu plus de 10 000 concepts. Alors, il y a non seulement la partie algo recherche, et puis il y a la partie interface. Et donc là, on a fait des interfaces. Et alors, évidemment, le problème qu'on a en médecine, c'est que, et dans tous les domaines, mais en médecine, c'est assez spécial, à chaque fois que quelqu'un... Un clinicien veut se servir d'un système, il a une demande précise qui est souvent pas la même que la spécialité d'à côté. Enfin, c'est même à chaque fois pas la même. Et par exemple, les urgentistes ont une demande qu'on peut comprendre, qui est que pour des histoires d'urgence, si on leur donne, ce qui est en bas à droite, la liste des traitements médicamenteux qui ont été donnés, ils considèrent qu'ils ont 95% de l'info dont ils ont besoin. Parce que s'il y a un cancer, s'il y a un problème d'immunothérapie, s'il y a un problème d'allergie, les médicaments qui ont été pris dans les dernières années tracent ces problèmes-là. On peut considérer que c'est un excellent indicateur. C'est évidemment pas ce que recherchent d'autres médecins, mais en urgence, c'est ça qu'on cherche. Le fait de récupérer les traitements qui ont été donnés, là aussi, on pourrait se dire il y a des tas d'endroits où c'est complètement structuré dans des systèmes d'aide à la prescription. Oui, c'est vrai. Dans certains endroits, c'est vrai. Dans des tas d'endroits, c'est pas vrai. Et donc, on se retrouve, là encore, à fouiller des textes pour chercher les prescriptions qui ont été faites. On peut penser qu'avec tout ce qui va tourner autour du DMP, la réalimentation directe du DMP avec les prescriptions médicamenteuses stockées dans le dossier pharmaceutique que nous avons tous ouvert sans le savoir ou en le sachant dans les pharmacies, on aurait toutes les prescriptions médicamenteuses qui correspondent à des médicaments achetés sous ordonnance. Ça ne veut pas dire tous les médicaments, ça ne veut pas dire qu'on les a pris, mais n'empêche qu'on a tous les médicaments achetés sous ordonnance en pharmacie. Il y a des choses comme ça qu'on pourra récupérer. Mais on n'y est pas encore. Donc on utilise des ontologies, on utilise d'autres termes, on utilise des terminologies, on fait ça dans un domaine de ce qu'on appelle le web sémantique. Et on a évalué avec les médecins comment ça fonctionnait. Et effectivement, on avait cherché à favoriser la qualité des données. Donc, pour ne pas avoir de bruit, pour ne pas embêter les médecins, on était moins spécial. On est cherché à être très spécifique. Donc, peut-être rater quelque chose, mais que les médecins, quand ils récupèrent une info, ils récupèrent celle-là. Et là aussi, ça veut dire que le système, là aussi, a un fonctionnement qui est calé en fonction de la demande. Des médecins pourraient vouloir quelque chose de plus large, qui récupère tout, plutôt que quelque chose de très spécifique. Dans la configuration où on était de ce que voulaient les urgentistes, ils voulaient quelque chose de très spécifique. Qu'est-ce qu'a donné ce projet? Comme beaucoup de nos projets, ça ne passe pas toujours à l'échelle. Ça a donné qu'en fait, la boîte générale qui pilotait tout ça, Sword, indexe les documents d'Unicancer, qui est un grand groupe de données, qui correspond à beaucoup de centres de lutte contre le cancer. Et le système qui s'appelle Consort, en fait, est fondé sur tout le travail qui a été fait là. Donc, il y a des moments où ce qu'on fait peut servir. Un deuxième travail qu'on a fait, c'est de travailler là aussi sur le texte, c'est d'essayer de récupérer de l'information sur ce qui se passe dans les réseaux, sur les scléroses latérales amyotrophiques. Sclérose latérale amyotrophique, c'est la SLA. L'exemple de la personne la plus connue au monde, c'est Steve Hawkins, qui est décédé récemment, qui est le contre-exemple complet, puisqu'il a vécu 45 ans après une SLA déclarée, alors que l'âge moyen la durée de vie moyenne après la déclaration d'une SLA, c'est 3 ans. Donc effectivement,
Et c'est le contre-exemple, mais enfin, c'est lui qui a fait qu'on sait que tout le monde sait maintenant ce que c'est que la SLA. Dans les dossiers, dans les réseaux de santé des SLA, on n'a que des petits textes qu'il faut analyser pour savoir ce qui s'y passe. Et donc là, on construit une ontologie, on a tous les problèmes liés au RGPD qu'on connaît bien maintenant, qu'il faut prendre en compte en amont, d'anonymisation. On sait qu'en TAL, anonymisation, il n'y a pas souvent des données qui sont réellement anonymisées, sont la plupart du temps déidentifiées. Et la question de la réutilisation de ces données dans le Health Data Hub va se poser. Les données textuelles ne sont jamais totalement anonymisées. Il y a trop d'endroits où on parle d'un médecin, d'un hôpital, de tout un tas de choses. On peut toujours enlever les noms des patients et les dates. C'est probablement les choses les plus faciles à enlever. Puis il y a des tas de trucs qu'on ne peut pas enlever. Donc l'anonymisation, c'est un vrai problème sur les textes. En pratique, elle n'existe pas à 100%. Voilà, donc on a fait l'outil, on a fait des modèles d'IA que ceux qui ont travaillé sur l'IA il y a longtemps autour des scripts de champ connaissent bien. On a cherché à regarder ce qui se passait dans ces réseaux de soins et on s'est retrouvé à faire une ontologie qui n'était pas habituelle pour nous puisqu'elle était plus coordination de soins que médecine. Et que par exemple, j'ai découvert que de rechercher un kinésithérapeute se déplaçant pour une personne qui avait une SLA en Ile-de-France, c'était vraiment compliqué. C'était probablement une des choses qui ne faisait pas le plus perdre de temps au coordinateur. Il y a des choses comme ça qu'on découvre. Voilà, je vais passer rapidement sur l'ontologie qui est organisée comme des modèles enchâssés les uns dans les autres pour faciliter le travail et la réutilisation, mais c'est des choses un peu techniques. Ça permet de faire des belles pyramides, mais à part ça... Voilà, je vais montrer des choses sur de l'intégration clinique génomique. Donc ça, ce n'est pas des travaux que je mène, c'est des travaux que j'analyse à la demande du plan France Médecine Génomique. Plan France Médecine Génomique 2025, on va doter théoriquement la France de 12 séquenceurs sur tout le territoire, de 12 grandes plateformes pour analyser le génome de 200 000 personnes par an, à viser d'abord des soins sur le cancer, des soins sur les maladies rares et d'une maladie plutôt commune qui est le diabète, avec l'idée que les séquenceurs et la séquence génomique vont être un jour proposés à tout le monde. On verra à quelle vitesse ça ira. Le but, c'est 2025. C'est pas sûr que ce soit fait en 2025, mais ça avance. Alors par exemple, qu'est-ce qui se passe dans ces travaux ? On trouve plein de publications où il y a de l'apprentissage et des ontologies. On essaie de faire des énormes vecteurs de description des patients sur les parties génomiques, sur les variants de génome, en même temps qu'on a autant que possible de données cliniques. Les patients deviennent des énormes vecteurs et on fait de l'apprentissage dessus. Comme tout système d'apprentissage, on a les gold standards, on a des vecteurs qui représentent des patients dont on sait ce qu'ils ont et on essaie d'apprendre ce qu'ont les patients dont on prend des nouveaux vecteurs. Dit comme ça, c'est assez simple. En pratique, c'est assez compliqué. Par exemple, les algos d'apprentissage ne savent pas bien se servir des ontologies au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ils prennent les ontologies comme une liste de variables, alors que si justement c'est des ontologies, c'est qu'elles sont organisées de façon structurée avec des bonnes raisons de la structuration. Et pour l'instant, ils n'en tiennent pas compte. Donc, il y a plein de publications sur ces questions-là, d'essayer de faire avaler aux algos d'apprentissage les structurations des ontologies. Alors à quoi ça sert? J'ai déjà dit, c'est d'enrichir les profils de patients phénome-génome, d'essayer d'avoir des tas d'informations. On va s'intéresser aux protéines, à l'exome, à tout un tas de choses, dans deux buts principaux: prédire l'évolution pathologique, et probablement, des gens dans la salle sont mieux placés que moi, probablement c'est du côté de l'efficacité des traitements en fonction des profils génomiques qu'on commence à avoir les résultats les plus probants, et c'est probablement que ça va... dans ce domaine-là, que ça va très rapidement marcher. Là, je liste les ontologies qui sont impliquées dans ce type d'algorithme. La plus connue, c'est probablement HPO, Human Phenotype Ontology, et pas mal celle du cancer, National Cancer Institute, Thesaurus. Et là, les outils de l'IA sont utiles pour l'alignement sémantique des ontologies, des terminologies, des systèmes d'organisation des connaissances, parce que
les cliniciens, les bioinformaticiens n'utilisent pas les mêmes référentiels, les mêmes ontologies. Donc il faut les aligner les uns aux autres pour voir que ça fonctionne. Il faut apprendre des profils phénome-génome, c'est ce que j'ai décrit. Et puis il y a là encore beaucoup de données qui sont des données textuelles avec des infos. Et donc si on essaie d'enrichir les bases de connaissances, il faut encore faire du traitement automatique des langues. On commence à réellement avoir des résultats, c'est-à-dire que les bases de connaissances, pour le coup, qui ne sont pas des bases de données, qui ne sont pas des trucs structurés, commencent à s'enrichir des découvertes qu'on fait au fur et à mesure qu'on fait les algos d'apprentissage sur ces sujets-là. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'efforts de modélisation et que dès qu'on doit traiter des textes, on a encore l'intervention humaine. C'est-à-dire, encore une fois, si on a besoin d'une qualité dite clinique, c'est-à-dire d'une qualité de données très très bonne, alors il va falloir qu'on fasse réintervenir les humains, les médecins ou d'autres pour finir de faire le TAL, pour dire, ah voilà, la donnée, elle va être comme ça, elle va être valide. Alors ça, on peut le faire si on fait une étude clinique et qu'on a besoin de faire ça sur 500 patients, on a des outils suffisamment propres pour embarquer un interne, pour embarquer nos collègues médecins, pour finir de valider le TAL. Et ça va être ça un des problèmes aussi. On ne sait pas, comme j'ai déjà dit, utiliser les données des textes comme ça, pour avoir la qualité nécessaire à la recherche clinique, pour pouvoir sans intervention humaine. Je vais terminer avec un peu les questions d'éthique. Je crois que d'autres personnes l'aborderont dans la semaine. Nos systèmes d'IA posent un certain nombre de questions par rapport à l'éthique. Donc là, j'en mets 5 et puis je donnerai sur le transparent d'après 5 réponses, 5 avancements de réponses. Donc tout ça, c'est fait. Alors, il y a beaucoup de gens en IA, en informatique, le CNOM, là, les médecins, mais à l'ISTEN, l'INRIA, on peut trouver 7 ou 8 rapports de c'est quoi les problèmes de l'IA et de l'éthique, évidemment. Premier problème dont tout le monde a parlé, plus on personnalise les gens, plus on risque de casser le fondement de l'assurance. Plus les gens auront des profils, plus on pourra les profiler, plus on pourra dire aux gens arrêtez de fumer, sinon j'augmente vos cotisations. C'est pas comment dire, c'est pas une caricature, c'est exactement comme ça que c'est en train de se passer dans certaines situations. Des choses un peu plus compliquées, les pertes de compétences du médecin, où en gros tout le monde est d'accord sur le fait que le médecin, j'en parlais dans le transparent d'après, doit être dernier décideur. Alors tout le monde est d'accord. En France, tout le monde est d'accord. Il y a des pays dans lesquels tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet-là. Il n'empêche que si on a des systèmes IA efficaces, et nous on cherche à faire des systèmes efficaces, qu'on finit par faire que ces systèmes deviennent la référence, c'est-à-dire on va dire aux médecins, en fait vous avez en médecine, vous avez ce qu'on appelle les guides de bonne pratique, qui décrivent spécialité par spécialité comment doit se comporter un médecin. Dans les systèmes de décision, on essaie de formaliser ces guides de bonne pratique pour que ça devienne un peu les choses qui fonctionnaient comme nos systèmes experts, mais avec l'idée d'être une aide et pas du tout de remplacer le médecin, d'être une référence. Qu'est-ce qui va se passer quand nos références marcheront bien et qu'elles seront opposables au médecin? C'est-à-dire, j'imagine des situations où le médecin n'osera pas s'opposer à la référence formelle, à la référence du système d'IA, même s'il pense qu'il a raison, et probablement il aura raison dans 5% des cas. Et pourtant, il ne s'opposera pas à la machine. Moi, je vois un risque là. Bon. Troisième point, les bases d'échantillonnage qui servent à l'apprentissage en général sont souvent biaisées pour des tas de raisons. Si on ne les analyse pas en amont, il va nous arriver des petits soucis. On sait très bien que là, il y a une surreprésentativité des personnes plus âgées. Après, il y a des bases dont on connaît le biais. Il y a une cohorte sur laquelle on fait de la recherche qui s'appelle la constante Gaz-L. Gaz pour Gaz de France, L pour Électricité de France. Donc c'était la constante, la cohorte des employés d'EDF, GDF. Bon, ça là, on connaît son biais. On sait les gens qui sont dedans, mais il y a des cohortes dans lesquelles on ne connaît pas bien les biais. En France, on ne parle pas d'origine raciale des personnes, donc on ne sait pas du tout. On ne la connaît pas, ça a peut-être un bon côté, mais on ne la connaît pas non plus, donc ça peut peut-être avoir un mauvais côté pour savoir certaines choses. Un gros biais, c'est les données qui sont récupérées pour des usages précis et qu'on veut utiliser pour d'autres usages.
Et c'est beaucoup le cas de ce qu'on est en train de nous mettre en avant sur le Health Data Hub, Big Data et tout. Là. On parle des données du PMSI, c'est-à-dire les données du programme médical du programme de médicalisation des systèmes d'information, le fait qu'on code tous les patients dans les hôpitaux avec la SIM10 et la CCAM. Ce codage est fait pour des raisons médico-économiques, puisque c'est un traçage de l'activité des hôpitaux. Clairement, on a vu des biais énormes dans ces données-là qui ne correspondent pas à ce que représente réellement médicalement le patient. Alors il y a plein de manières d'essayer de les corriger, mais il faut être conscient qu'il y a des biais énormes là-dessus. Et puis, qui est responsable du processus d'IA ? Si on met des systèmes qui prennent la décision, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable de ça ? Alors, il y a des gens qui pensent que ce serait une bonne idée de mettre une responsabilité juridique à la machine. Je ne suis pas sûr, moi. Enfin, bon, en tout cas, en France, on ne pense pas. Les réponses qu'on voit dans tous les travaux que je cite en bas, entre le Comité national d'éthique, consultatif d'éthique, Alisten, le CNOM, j'en ai encore oublié, c'est en gros ça, loyauté, équité, que les gens qui ont fait les algos les fassent honnêtement et de façon transparente et qu'on sache comment ils fonctionnent. Bon. Transparence, traçabilité et explicabilité. Ça veut dire qu'il faut que les gens, et en particulier les médecins, comprennent comment fonctionnent ces algorithmes. Alors on avait reproché un moment, on disait à l'IA au début, ouais, c'est fini, il n'y a plus de boîte noire, on a les règles. Maintenant que l'apprentissage est devenu efficace, l'apprentissage c'est redevenu une boîte noire. Vous avez des systèmes, vous lui donnez les entrées, vous avez les sorties. Il a fait ses algos d'apprentissage. Mes collègues médecins ne savent pas toujours comment marche un SVM. Et moi, même si je sais comment ça marche un SVM, je suis quand même devant un système à qui je donne des entrées, j'ai des sorties et je me demande d'où vient la sortie, quoi. Donc c'est clairement, tout le monde est d'accord, il faut que les gens s'approprient l'IA, mais pas de la façon médiatique dont on l'entend là, mais vraiment en comprenant ce qui s'y passe. Donc faire de la formation autour de ce que c'est que l'IA et ce que ça fait. Responsabilité, j'en ai déjà un peu parlé, ça veut dire que le médecin doit... On pense tous que le médecin doit rester dernier des décisionnaires. On le pense en France. Il y a le problème qu'il peut y avoir les biais dont j'ai parlé tout à l'heure de médecins n'osant pas dire le contraire du système qui pourrait biaiser un peu cette situation. Dernier petit sujet, la conformité du système par rapport à ce qu'il est censé faire. Là, c'est un peu lié au système d'apprentissage qui peuvent faire de l'auto-apprentissage, c'est-à-dire que puisqu'ils ont fait de l'apprentissage, ils peuvent augmenter la base de données d'apprentissage derrière des bons et des mauvais cas, et donc on peut avoir des systèmes qui finalement ne se comportent plus comme on avait prévu au départ. Et donc là, on a un problème sur la conformité de ce comportement. Pas mal des systèmes, de tous les gens qui réfléchissent, pensent qu'il faudra peut-être créer un comité d'éthique pour l'IA distinct de la CNIL. Alors moi, je n'ai pas d'avis. Effectivement, la CNIL, elle a du mal à assurer toutes les missions qu'elle doit assurer. Donc, en tout cas, il va falloir redonner des forces à la CNIL ou à un comité d'éthique pour essayer un peu de piloter tout ce qui se passe. Et puis, voilà, on a le RGPD. Donc, je vais juste terminer avec ce transparent-là. L'IA, ça marche. Alors, il faut voir dans quelles conditions ça marche. Faire des conditions de l'IA qui intervient directement dans le traitement, au cours du traitement du patient, c'est des situations un peu plus chaudes de façon pas péjorative, hein, mais qui demandent des systèmes qui disent rapidement et qu'on puisse leur faire confiance tout de suite. Et puis, il y a des interventions dites un peu plus froides où on augmente les connaissances, comme j'en ai parlé en génomique, sur les critères génomiques, phénomiques, sur lesquels on a un peu plus de temps. Mais probablement que les problèmes sont plus liés aussi au fait de faire intervenir de l'IA dans les systèmes. On sait tous en informatique, un système d'information, un projet de système d'information va se planter une fois sur deux. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de l'IA dedans pour que les projets de système d'information aient des problèmes. Ça arrive, même très souvent. Et un système d'information d'IA, c'est aussi un système d'information, donc il y a des problèmes. Il y a ces problèmes de changement organisationnel qui sont énormes. On change tout par rapport à on met un système devant un médecin. Est-ce que ça s'insère bien dans son activité? Est-ce qu'il a le temps de s'en servir? Il y a plein de problèmes de ce genre-là. Il y a toute la question du problème des données phénotypiques, donc de la clinique.
s'il y a des millions qui sont dépensés par les labos pharmaceutiques pour prendre les données des dossiers patients et les mettre dans des données de recherche clinique avec des personnes qu'on paye, avec les assistants de recherche clinique, c'est aussi parce que les données dans le dossier patient n'ont pas la qualité clinique nécessaire pour la recherche clinique. Et là, encore une fois, piocher directement dans le dossier patient, il faut encore vraiment faire vraiment très très attention à la qualité de ce qu'on a comme données. Je vous donne un dernier exemple. La façon dont sont découpés dans plein de référentiels, donc dans plein de données qui les respectent, ce que sont les enfants, les petits-enfants, les préadolescents, les adolescents. C'est le cauchemar quand on commence à vouloir aligner ce qui est fait entre CDISC, la recherche clinique, la SNOMED et tout. C'est le cauchemar. C'est-à-dire si vous n'avez pas la date de naissance de la personne, vous n'en sortez pas. Et vous allez me dire, la date de naissance de la personne, on l'a. Ben non, pas toujours. Ça aussi, c'est les bonnes surprises, voire les mauvaises surprises. On n'a pas toujours la date de naissance de la personne, dès qu'on travaille justement dans d'autres domaines que précisément l'hôpital. Voilà, donc l'idée, c'est qu'il faudra passer de données sur lesquelles l'IA a commencé à travailler, qui sont très souvent bien nettoyées, je vais juste donner ça, à des données qui ne sont pas nettoyées, et il faudra sûrement faire des tas d'avancées dans ces domaines-là pour que ça marche vraiment bien. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et là-haut, il y a un petit lien sur un site web qu'on a fait pour l'INSERM pour comment marche l'IA et la santé. Je vous remercie.